Les pieds dans l'eau, c'est ainsi que les habitants de plusieurs quartiers de Cayenne se sont réveillés ce matin. Les fortes pluies se poursuivent dans le territoire et submergent les routes. Après les intempéries des dernières 48 heures, direction chemin Saint-Antoine à Cayenne dans ce journal. 10, 22, 27 mai ou encore 10 juin, les journées commémoratives de la fin de l'esclavage sont nombreuses en France. Mais une deuxième date entre dans l'agenda. Le 23 mai devient journée nationale de commémoration, hommage aux victimes de l'esclavage colonial, dossier à suivre. Et puis une autre date ce soir, celle du 8 mai 1902, le jour où la montagne Pelée est entrée en éruption en Martinique, un drame qui a ouvert une page de l'histoire entre l'île et la Guyane. Hier, un chercheur a révélé plus de 6000 noms de victimes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les fortes pluies devraient encore se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine selon Météo France. Des averses orageuses qui parcourent le territoire depuis quelques jours et provoquent des débordements, notamment dans l'île de Cayenne. Des inondations ont été recensées au cours des dernières 48 heures et une fois de plus, les habitants du chemin Saint-Antoine n'ont pas été épargnés. Natacha Maltaverne. Une fois n'est pas coutume, les habitants du chemin Saint-Antoine se sont réveillés les pieds dans l'eau. Après plusieurs jours de fortes pluies, l'eau stagne en bas du chemin. Résultat, ce laveur de voitures ne pourra pas travailler aujourd'hui. Je ne peux pas travailler parce que déjà il y a beaucoup d'eau. J'ai eu des appels aujourd'hui de mes clients. J'aurais dit aujourd'hui c'est un jour chômé quoi. Donc pas de clients. Les fosses ne sont jamais nettoyées, donc ils sont rarement nettoyés, qui fait que l'eau ne circule pas comme ils se doivent. Donc voilà. La route de Baduel, c'est pareil. Il y a une fosse qui passe, et c'est bouché aussi. Ici, c'est bouché des deux côtés. À quelques mètres en face, les jardins de ces maisons mitoyennes sont submergés. Si les inondations sont récurrentes depuis des années, les riverains constatent que l'eau monte de plus en plus au fil du temps. C'est inquiétant, c'est très désagréable parce qu'en plus, on a des problèmes. Donc ça veut dire que moi, le matin, quand je pars à travailler, j'ai les pieds dans l'eau. Devant, on a de l'eau. Sur le côté, on a de l'eau partout. Avec ça, on a des problèmes aussi d'évacuation, donc les toilettes, je ne vous dis pas. Je pense qu'un de ces jours, on va peut-être quitter les lieux. Parce que, entre guillemets, on devait nous vendre ces maisons qui ont été évaluées par le domaine à un prix 256 000 €. Donc pour cette maison, inondable comme pas possible, en période de pluie. Donc je ne vois pas si je pourrais acheter ça, c'est pas possible. La situation ne va pas s'améliorer dans les prochains jours. Météo France prévoit encore un temps très pluvieux jusqu'en fin de semaine. Et après plus de 7 semaines de conflit, les avocats de l'UTG Éclairage et la direction d'EDF sont parvenus à un protocole d'accord. Signé hier soir, le texte prévoit l'abandon du plan de rigueur en Guyane, un recrutement au besoin et qui se fera dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Pour le reste, seuls 5 jours de grève seront payés aux salariés et d'éventuelles sanctions pourraient bien être retenues contre certains d'entre eux. Dans l'autre conflit social du moment, les négociations ont repris aujourd'hui entre l'Agence régionale de santé, les grévistes et la direction de l'hôpital de Cayenne. Mais elles se sont une nouvelle fois soldées par un échec. Là encore, la question de l'embauche reste le nerf de la guerre. La direction propose 15 nouveaux postes, le syndicat en réclame 170. Le directeur de l'ARS et le député Gabriel Serville se sont exprimés au micro d'Ayodele Germa. Hélas, la réunion a été plus brève qu'on ne le pensait. En l'occurrence, nous ne nous sommes pas entendus. Il reste un écart important entre les demandes de création de postes formulées par le syndicat et ce que nous-mêmes avons proposé. Cela étant, je remarque que ce que nous avons proposé cet après-midi est en amélioration, si j'ose dire, par rapport à ce que nous avions proposé vendredi soir. Autrement dit, on travaille sur un projet de protocole qui fait quelques propositions très claires en termes de création de postes, de déprécarisation et notamment d'amélioration des moyens matériels de l'établissement. Des choses très concrètes en réalité. Tout cela fera l'objet d'une proposition de protocole dès ce soir. Quel est votre sentiment à la fin de ces négociations ? J'espère ardemment qu'on y parvienne parce que l'enjeu, ne nous y trompons pas, l'enjeu c'est la sécurité du patient, c'est la qualité des soins dispensés par cet établissement. Et donc cet enjeu-là mérite qu'effectivement on s'y attelle ensemble et qu'on trouve une voie raisonnable comme je l'ai dit. Pour l'instant, les négociations sont rompues puisque, je le répète, pour négocier, encore faut-il que les gens aient envie de parler. Nous étions prêts à faire la médiation, les agents grévistes se sont prêts à discuter, ils ont fait des propositions.
Ça ne relève même pas de leurs compétences. Ils ont fait le travail que normalement l'ARS aurait dû faire. Ils ont fait le travail que la direction de l'hôpital aurait dû faire. Et aujourd'hui, on nous ramène un tableau, on nous ramène des tableaux de ratio, mais qui pour moi ne veulent strictement rien dire. Moi, je prétends, et nous prétendons, et tout le monde prétend qu'il faudra changer de paradigme. C'est-à-dire que lorsque on fait l'évaluation de ce que pourraient coûter les postes, eh bien, on nous dit que ça va coûter 8 900 000 € en plus. Et qu'à terme, ça va entraîner un surcroît de déficit pour le char. Mais la question qu'il faut se poser, ce n'est pas de savoir combien vont coûter les postes, c'est de savoir est-ce que ces postes-là sont nécessaires pour soigner les gens qui sont à l'hôpital et puis pour soigner également ceux qui ont peur d'y aller parce que ça aussi, c'est une vraie réalité. C'est une vraie réalité objective. Mais moi, je considère qu'avant de se poser la question de savoir est-ce que ça va entraîner un déficit, il faut se poser la question de savoir est-ce que nous sommes dans une bonne dynamique pour soigner les gens. Si on a besoin de ces postes-là pour soigner les Guyanais, eh bien, il va falloir les créer. Et j'ai dit après, dans un second temps, on va se poser la question de savoir où est-ce qu'on prend l'argent pour pouvoir les financer. Au chapitre social, toujours un nouveau droit de retrait exercé aujourd'hui par des agents de la RCT. Mouvement de protestation après des incivilités à l'encontre d'un chauffeur, mais aussi une alerte envoyée à la direction. La semaine dernière, une réponse à leurs revendications avait été actée, mais aucune n'a été appliquée à ce jour. Ainsi, les bus n'ont pas quitté leur hangar depuis ce matin. On écoute le secrétaire adjoint FO et le secrétaire de la section CDTG-CFDT au micro de Charlotte Fleury. Au niveau de la place du marché qu'on rencontre, surtout devant un hypermarché, on rencontre un embouteillage. Donc ça arrive à tout le monde des fois de s'énerver, tout ce qui s'ensuit. Donc il y a une incivilité par rapport à ça. Donc tout ce qui nous concerne en tant que conducteur, c'est qu'on a passé un accord avec la direction, de façon à ce qu'on ne puisse pas faire le tour, comme il disait le collègue, au niveau du marché, tout ça, pour qu'on puisse se mettre autre part, qui avait été choisi. Et ce qui n'a pas été respecté, on dirait ça, par la direction, puisque le samedi à la reprise, il y a des conducteurs qui n'étaient pas informés. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les conducteurs ont entamé un droit de retrait suite au droit d'alerte qui a été renouvelé. Pourquoi? Pour une histoire de sécurité, que ce soit pour nous en tant que conducteurs et ainsi pour les usagers. C'est un droit de retrait individuel. Ouais. Donc c'est pas considéré comme un jour de grève, c'est considéré comme un danger imminent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas aller sur le réseau et pouvoir soit se faire agresser ou quoi que ce soit, ou soit avoir un incident avec un usager ou autre. Donc voilà. Donc il y a des procédures normalement qui sont censées être en fraction, qu'aujourd'hui on ne retrouve pas sur les réseaux. On fait un appel à la direction. On a vu ce matin effectivement arriver le premier vice-président qui est sur le site. Alors on attend incessamment, je pense qu'il va nous recevoir. Ils jettent eux aussi l'éponge après le retrait des peuples autochtones et des socio-professionnels. C'est au tour du barreau de prendre ses distances. L'Ordre des avocats ne partage pas les nouvelles orientations politiques et syndicales prises par le collectif Pour la Guyane décollée. Il l'a fait savoir. On écoute les précisions du bâtonnier du barreau de Cayenne au micro de Natacha Maltaverne. Je rappelle quand même que le barreau est un organe apolitique et dans la mesure où on commence à parler de révision institutionnelle, il y a le congrès qui va être mis en place, etc. Et puis il y a des revendications qui sont purement syndicales. On ne se retrouve plus, en tout cas on ne souhaite pas être identifié à ces demandes-là. Il n'en demeure pas moins que le collectif, moi je tiens à préciser que ce collectif auquel nous avons appartenu pendant plusieurs semaines, nous a permis de porter une revendication que nous portions depuis plusieurs années, depuis plus d'une dizaine d'années. Et nous remercions ce collectif. Il n'en demeure pas moins également que nous allons être vigilants sur le respect des accords qui ont été conclus, notamment concernant notre domaine d'activité, donc la cité judiciaire à Cayenne, le TGI à Saint-Laurent-du-Maroni et le centre pénitentiaire à Saint-Laurent-du-Maroni, et puis toutes les problématiques de sécurité, puisqu'il y avait un pôle qui existait auquel on appartenait, c'était le pôle sécurité et justice.
80 familles sinistrées trouvaient refuge en Guyane quelques mois plus tard. Le 8 mai marque la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais en Martinique, c'est aussi le jour où en 1902, la ville de Saint-Pierre était rayée de la carte après l'éruption de la montagne Pelée. C'était il y a 115 ans. 30 000 personnes ont péri dans cette nuée ardente. Et hier, pour commémorer cette tragédie, un chercheur a présenté au grand public le fruit de 4 ans de travaux, les noms de 6 830 Martiniquais disparus à cette date. Anaïs Gall. 8 mai 1902, 7h52 ce matin-là. Un bruit sourd réveille la population. La montagne Pelée explose dans un nuage de cendres. À peine 3 minutes plus tard, toute la population de Saint-Pierre est décimée. 115 ans plus tard, le souvenir est toujours présent. Cette histoire, tous les Pierrotins la connaissent. Pourtant, aujourd'hui, une nouvelle page s'écrit. Grâce à ces tableaux, il est enfin possible de mettre un nom sur plus de 6 800 Martiniquais ayant péri dans la catastrophe. Jocelyne a retrouvé ses ancêtres qu'elle cherchait depuis longtemps. J'ai eu beaucoup de difficultés, franchement, pour toute seule aller aux archives, faire des recherches. Les parents n'étaient pas trop d'accord pour que je fouille un peu tout ça. Et là, je suis heureuse. Je vous dis sincèrement, j'ai l'impression de revivre un peu avec ces ancêtres-là parce que ça me poursuivait depuis très jeune. Des femmes, des hommes, des enfants référencés par nom et par âge. Après 4 ans de recherche, ce généalogiste publie aujourd'hui ses découvertes. Ces personnes-là étaient tombées dans l'oubli, on ne savait même pas les noms. Alors, l'association a fouillé les fonds d'archives, il y en avait à Aix-en-Provence, c'est d'ailleurs le gisement le plus important, et nous avons récupéré des noms. Plus que ça, nous avons récupéré des professions, des lieux où se trouvaient ces personnes-là au moment où ils ont trouvé la mort. Celle qu'on appelait autrefois la perle des Antilles se relève difficilement. Pour la mairie de Saint-Pierre, tout l'enjeu est de redonner un nouveau souffle à la commune. À cause et grâce à ce volcan, nous avons une ville qui est un atout pour le tourisme martiniquais parce que nous sommes ville d'arrêt des soirs, mais aussi nous avons des éléments de patrimoine. Par exemple, je prends ce spot sous-marin qui permet aux plongeurs de venir du monde entier découvrir une dizaine de bateaux qui ont été victimes, qui ont coulé lors de cette éruption. C'est quelque chose d'assez particulier qui fait de Saint-Pierre un spot de valeur mondiale pour la plongée. Après l'éruption, de nombreux riverains ont fui l'ancienne capitale. Aujourd'hui, la ville ne compte plus que 4200 habitants, mais les Pierrotins ne perdent pas espoir de la voir renaître de ses cendres. On a eu notamment une équipe de l'ASSO qui a fait naître la ville de Saint-Pierre au niveau sportif. On a des gens qui sont très importants à Saint-Pierre. Et puis voilà, puis ça revient gentiment avec les jeunes notamment. Les gens qui se trouvent à Sainte-Lucie, dans toutes les îles voisinantes, il y a les vrais Pierrotins et Pierrotins dans ces villes-là. Et je pense un jour qu'ils reviendront à Saint-Pierre. Pendant un moment, c'était quand même assez mort. Et là, tout doucement, j'ai l'impression que Saint-Pierre est en train de reprendre le dessus. Maintenant, ce sera avant 1902, ça je ne sais pas. Mais au moins, il y a des efforts qui sont faits. Paisible, la tête dans les nuages, le volcan somnole. Difficile peut-être de le trouver menaçant comme ça. Alors un coup d'œil sur les tableaux pour ne jamais oublier les disparus de 1902. C'est une éternelle bataille. Les dates de commémoration de l'abolition de l'esclavage en France diffèrent selon les régions. Le 10 juin en Guyane, le 22 mai en Martinique, le 27 en Guadeloupe. Le 10 mai sur le plan national, au total, une dizaine de dates se bousculent. Mais un texte adopté en janvier dernier instaure un 23 mai, une seconde date de commémoration nationale. Un double rendez-vous qui agite historiens et politiques et semble révéler l'incohésion qui persiste aujourd'hui encore autour de cette question. En France, Solène Boissé nous apporte un éclairage. Mémoire et justice devaient être rendues à ces millions et ces millions de victimes anonymes de l'esclavage. Nous sommes en 2006. Le président Chirac lance la première journée de commémoration à la mémoire de l'esclavage et de son abolition au Jardin du Luxembourg à Paris, 5 ans après le vote de la loi Taubira. 11 ans plus tard, une nouvelle date de commémoration vient d'être validée par le Parlement, celle du 23 mai. Nous avons fait le choix du 23 mai depuis 1998. C'est la date de la marche. Première manifestation, mais j'allais dire même mondiale, de cette ampleur,
en l'honneur des victimes de l'esclavage. Et nous sommes arrivés, au bout de 20 ans, d'introduire nos aïeux dans la loi. Donc maintenant, il y a 2 dates inscrites dans la loi, une pour commémorer l'abolition, l'autre les victimes de l'esclavage. Mais pour les spécialistes de la question, cette double reconnaissance pose problème. Là, on est en train de nous proposer d'opposer à la fois d'un côté les abolitionnistes et de l'autre les esclaves. C'est-à-dire qu'on est en train de faire une partition au sein de la nation française entre d'un côté les blancs, parce que les abolitionnistes ont été majoritairement blancs, et de l'autre de célébrer la mémoire des victimes de l'esclavage, majoritairement noirs. En fait, ces 2 visions, elles n'étaient pas prévues au programme. En 2004, le gouvernement souhaite rassembler une quinzaine de spécialistes de la question dans un comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, le fameux CNMHE, qui a pour but d'émettre des avis sur des projets mémoriels. Mais dès le début, le groupe est divisé. Le fait que finalement la France se mette un tout petit peu à considérer l'histoire de la traite et de l'esclavage a fait apparaître des tas d'autres questions. Mais dans le comité même, ça a souvent été autour de cette opposition entre les gens là veulent une histoire trop victimaire et nous on veut une histoire un peu moins victimaire, et puis les autres disant mais ça c'est une histoire qui efface les victimes et nous on veut faire entendre. Résultat, cette guerre idéologique ralentit le développement de projets mémoriels financés par les pouvoirs publics. Pour preuve, François Hollande, à seulement quelques jours de la fin de son quinquennat, vient tout juste de poser les bases d'une fondation qui est évoquée depuis bientôt 12 ans. Cette fondation, que l'on essaie de faire depuis tant d'années, répond véritablement maintenant à une nécessité et même à une urgence. Renverser les gouffres, c'est d'abord créer un lieu où l'on se rencontre, un lieu où l'on est ensemble, le lieu de la mémoire partagée. Reste maintenant aux différents acteurs de mettre leurs divergences de côté, mais aussi au prochain gouvernement de concrétiser le projet d'ici 2018. Tout dépendra de la volonté du nouveau président de la République qui aura l'occasion de s'exprimer sur ce sujet lors de la cérémonie du 10 mai, aux côtés de François Hollande. Le festival du conte Couté-Poutandé revient et fête cette année ses 10 printemps, une édition sous le thème du conte aux portes du théâtre pour signifier qu'il y aura des comédies et bien sûr de belles histoires. Cette année, les invités viennent d'Algérie, du Burkina Faso, du Cameroun, de l'Hexagone et bien sûr de Guyane. Des artistes d'horizons divers qui parcourront Cayenne, Makouria, Remire-Montjoly, Matoury, Saint-Laurent pour des rencontres pédagogiques et distrayantes. L'ouverture officielle se joue ce soir à l'Eldorado, mais avant, petit avant-goût signé Ayodele Germa. Nous sommes venus d'au-delà des mers pour vous montrer la magie du blanc. Regardez. Le film était un hommage à Sotigui Kouyaté. Et le film raconte une histoire qui me tient à cœur, qui est l'histoire de la transmission. C'est-à-dire que les jeunes générations africaines et afro-descendantes, comme on dit souvent aujourd'hui, souffrent de ce que j'appelle un déficit du récit. Généralement, nos enfants, nos petits-enfants connaissent l'histoire du reste du monde, mais souvent l'histoire africaine a été soit occultée, soit déformée. On n'a jamais autant menti sur un continent comme on a menti sur le continent africain. Donc c'était important de porter ce récit-là qui consistait justement à aider une jeune fille devenue amnésique sur elle-même, sur l'histoire de son continent, à retrouver la mémoire. Je fais une échographie. Ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Que vas-tu leur apprendre? Je leur apprendrai la vie. Je suis une battante. Ils feront ce que les autres font et que les anciens n'ont pas pu faire. Ils prendront leur part du gâteau. Je ne comprenais pas très bien pourquoi c'est à moi qu'on avait envoyé le scénario pour des tas de raisons. Je ne suis pas originaire de l'ère culturelle mandé. Et par ailleurs, Sotigui Kouyaté, immense comédien, immense acteur, acteur fétiche de Peter Brook, connu du monde entier. Je me dis,
ça risque d'être un peu lourd pour moi. Donc il y avait quand même pas mal j'avais beaucoup d'interrogations. Les Kouyaté sont les descendants de Bala Faseke, qui était lui-même le Djeli, comme on dit là-bas, ce qu'on nomme communément ici griot. Et donc Bala Faseke était donc l'ancêtre des Kouyaté. Donc on peut incarner le rôle de n'importe quel Djeli dans la sphère culturelle mandé, mais pas un Kouyaté. Au fait, tu sais conduire? Bah oui, c'est une voiture, quoi. Bien. Alors, en route. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Les pieds dans l'eau, c'est ainsi que les habitants de plusieurs quartiers de Cayenne se sont réveillés ce matin. Les fortes pluies se poursuivent dans le territoire et submergent les routes. Après les fortes pluies des dernières 48 heures, le chemin Saint-Antoine à Cayenne n'a pas été épargné. 10, 22, 27 mai ou encore 10 juin, les journées commémoratives de la fin de l'esclavage sont nombreuses en France, mais une deuxième date entre dans l'agenda. Le 23 mai devient journée nationale de commémoration en hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Et puis, autre date, celle du 8 mai 1902, le jour où la montagne Pelée est entrée en éruption en Martinique, un drame qui a ouvert une page de l'histoire entre l'île et la Guyane. Hier, un chercheur a révélé plus de 6000 noms de victimes. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas le 20h de TF1, ce sera juste après la météo. Très bonne soirée à vous, à demain.